Bonjour Monsieur Zeda, bonjour chers enfants, bienvenue sur Expertise de SOMC, votre web plateforme de guidance psychologique. Aujourd'hui, nous voulons aider les familles à comprendre un peu le fonctionnement des responsables des foyers, c'est-à-dire les papas. Aujourd'hui, nous voulons pas des papas, nous voulons parler de nous. L'idée de ce tutoriel, c'est de donner des éléments aux épouses et aux enfants afin qu'ils comprennent mieux le mode de fonctionnement des conjoints, des pères de la maison ou bien des époux voilà, de nos chères épouses. Voilà, nous allons vous proposer ici 5 ou 6 éléments à prendre très au sérieux pour comprendre pourquoi votre mari se conduit de certaine façon ou ne se conduit pas de la façon que vous souhaitez. Le premier élément, c'est le genre. Le genre, c'est quoi pour faire simple? Le genre, c'est la façon dont on a éduqué un homme à se considérer comme étant de sexe masculin. En d'autres termes, quand on est soit biologiquement femme, soit biologiquement femelle, soit biologiquement mâle. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, à la naissance, au niveau de l'évolution je veux dire, anatomique de leur sexe, on a du mal à les positionner. D'ailleurs, par le passé, on faisait l'ablation. C'est-à-dire, quand ces personnes naissaient, on voyait que les deux organes étaient apparus, le vagin et le pénis. Il fallait éliminer l'organe inutile. Parfois, ce sont des interventions qui étaient mal planifiées. Parfois, on éliminait le bon organe et on laissait le mauvais. Et ça a donc fait que beaucoup des enfants qui ont vécu cela, une fois devenus adultes, sont entrés dans je vais dire ça comment, dans les revendications pour demander qu'on n'annule plus, qu'on ne fasse plus l'ablation de sexe à la naissance. Parce que parfois on peut annuler le bon. Et ces personnes se considèrent aujourd'hui un peu comme des intersexes. C'est un peu un modèle ou bien un type d'identité sexuée et sexuelle qu'on a dans la vie aujourd'hui, qui est considéré comme tel. Donc, en d'autres termes, on a les personnes qui naissent avec un sexe mâle, des personnes qui naissent avec un sexe femelle et des personnes qui sont intersexuelles à la naissance. C'est plus des questions éthiques que des questions d'identité dans le fond parce que tout le monde aurait aimé être soit mâle, soit femelle. Voilà, revenons maintenant à nos cultures, à nos traditions. Une fois qu'on est avec un sexe mâle ou un sexe femelle, ou bien qu'on ait une identité de sexe mâle ou une identité de sexe femelle, la société, la culture construit sur la base de cela une identité de genre. C'est-à-dire, quand tu nais avec un sexe mâle, voilà comment tu dois te comporter. Voilà ce qu'on attend de toi. Voilà comment tu dois devenir pour être un bouclier de société demain. Et ce comment-là, ces modes de vie, ces responsabilités, ces attributions qu'on te donne sur la base, ou bien qu'on t'aide à construire sur la base de ton identité de sexe, s'appelle ton identité de genre. En d'autres termes, quand vous regardez votre époux, le père de vos enfants, quand vous regardez votre papa, vous ne le comprenez pas, demandez-vous, essayez aussi de le comprendre. Qu'est-ce qu'on lui a dit au sujet de son rôle d'homme? Qu'est-ce qu'on lui a enseigné de la vie d'un homme, des qualités d'un homme, des attributions d'un homme, des responsabilités d'un homme? Il ne faut pas d'abord le juger. Peut-être que lui aussi, il est victime de ce qu'on lui a transmis. Le second élément, c'est essayer de comprendre ses compétences parentales. Parfois, les enfants, surtout de nos jours, les adolescents sont très émancipés. Nos enfants, les enfants qu'on accouche aujourd'hui sont très émancipés, sont très éveillés. J'invite les enfants à avoir aussi une attitude empathique et compréhensive à l'égard de leur papa. J'invite les épouses à avoir une attitude compréhensive et empathique à l'égard de leurs époux. S'il n'a pas si vous estimez qu'il ne joue pas bien son rôle, essayez de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ait ses compétences parentales qui ne sont pas les plus appropriées, les plus attendues. Ben, qu'est-ce qu'on attend? Ou bien peut-être que c'est vous qui avez un mauvais jugement de ce qu'il aurait dû être, de comment il aurait dû se fonctionner, il aurait dû se comporter ou bien fonctionner comme père. En fait, qu'est-ce qu'on attend d'un père? Un père doit être inspirant, il doit inspirer l'assurance. C'est-à-dire, il doit savoir choisir le modèle éducatif qui convient à son enfant. Il y a 3 modèles éducatifs. Il y a le modèle éducatif interactif, passif ou permissif, et puis il y a directif ou stimulant. Voilà. Et ça, les modèles éducatifs, il n'y a pas un modèle éducatif en soi qui est mauvais. Les modèles éducatifs doivent être adaptés en fonction de la personnalité de l'enfant ou de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, parfois, avant de le juger, demandez-vous si dans le fond, il n'est pas le bon. En fait, son modèle éducatif n'est pas choisi de façon appropriée. La seconde chose, c'est que vous devez regarder si votre papa, votre époux ou bien votre papa, lui, il considère les enfants, ses enfants, peu importe les âges, comme des alter égaux et non comme des êtres adressés selon les traditions et les volontés. Est-ce qu'aujourd'hui, le papa que vous avez à la maison, l'époux que vous avez à la maison,
il a ce niveau d'émancipation. C'est-à-dire que le niveau d'émancipation de votre conjoint, de votre papa, vous devez aussi prêter attention. Peut-être, donc parfois, ce que j'essaie de faire dans ce tuto, c'est d'aider à faire une lecture dorénavant plus objective, une bonne analyse des papas et des époux, parce que parfois, ils sont moins affectionnés et plus jugés. La troisième chose qu'il faut se demander quand on regarde les compétences parentales, la troisième chose qu'on doit se poser, la troisième question qu'on doit se poser quand on regarde quand on analyse les compétences parentales des époux ou des pères, c'est est-ce qu'ils sont capables de conjuguer avec l'enfant l'éducation de l'enfant? C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on n'éduque plus un enfant comme c'était une bête. On ne dresse pas un enfant, on éduque. C'est-à-dire, est-ce que le papa sait interagir de façon constructive? Est-ce qu'il comprend son enfant dans les modèles éducatifs avant d'adopter les modèles éducatifs qu'il choisit? Et la quatrième question qu'il faut se poser par rapport aux capacités parentales, aux compétences parentales des époux, c'est, ben, écoutez, est-ce que eux, ils arrivent à stimuler chez les enfants la construction de leur soi et les ressources adaptatives? Parce que très souvent, on préfère qu'ils soient inhibiteurs, bon, ou bien, il peut arriver qu'un père soit inhibiteur, ou bien qu'il soit très, très permissif, mais l'idéal, c'est qu'un père soit capable de stimuler des ressources adaptatives, un vrai soi chez l'enfant, soit capable d'arriver à faire des choix qui vont aider l'enfant à se construire et non pas être un idiot social. Voilà, nous avons parlé d'identité de genre, nous avons parlé des compétences parentales quand on veut comprendre notre époux ou bien le père de nos enfants. Maintenant, la troisième chose qu'il faut prendre en compte quand vous voulez comprendre votre époux, le père de vos enfants, c'est, eh bien, écoutez, ses propres identifications à lui, ses propres modèles, ses propres valeurs, les traditions dans lesquelles il a grandi. Qu'est-ce qu'on appelle identification? L'identification, en fait, c'est les témoignages reçus des parents. C'est-à-dire que quand vous voulez comprendre votre époux, demandez-vous quelle est la relation que lui-même a eue avec son propre père. C'est là qu'il a ces identifications. Quelle est la relation qu'il a eue avec son propre père? Qu'est-ce qu'il a appris de son propre père? Quel est le témoignage que son père lui a rendu? Quelle est l'image qu'il a gardée d'être un père? Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire quelle est la contre-image qu'il ne veut pas intégrer comme étant père? La deuxième chose qu'il faut se poser la deuxième question qu'il faut se poser, c'est quels sont les modèles qui l'ont inspiré? Quelles sont les personnes qu'il a rencontrées, qui lui ont instruit, qui lui ont donné l'instruction, pardon, qui l'ont instruit, qui lui ont donné les informations essentielles sur comment construire son registre, ou bien son schéma, ou bien sa formule d'exercice du rôle parental. Troisième chose sont ses valeurs. Quelles sont les vérités qu'on lui a instruites, les vérités sur lesquelles il ne discute pas, les vérités qu'il regarde, qui structure, qui oriente sa vie, qui motive ses décisions, qui justifie ses orientations dans la vie. Et la dernière question qu'il faut se poser pour le comprendre lui-même, c'est, ben, au niveau des traditions, des croyances, qu'est-ce qu'on lui a transmis? C'est-à-dire que dans sa lignée familiale, là, la lignée de son père, la lignée de sa mère, qu'est-ce qu'on fait qu'on ne fait pas? Et qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit? Qu'est-ce qui est tabou, qui n'est pas tabou? Il faut prendre en compte cela pour comprendre aussi votre mari. Parce que c'est tout ça qui construit l'identité masculine, en fait. Alors ici, c'est vraiment le lieu pour moi d'attirer l'attention des épouses et des enfants. Pour comprendre votre papa ou bien pour comprendre votre époux, mais écoutez, il faut se tenir compte du fait que c'est un humain aussi. Ses traumatismes, ses blessures. Très souvent, les femmes ne prêtent pas attention à ça. Les femmes ne se rendent pas compte que l'homme peut être fragile, peut avoir mal. Elles ne se rendent pas compte que l'homme dépense énormément en termes d'énergie, en termes de réseau. C'est-à-dire que dépense énormément en termes d'affectivité pour prendre des décisions pour l'équilibre de la famille, pour prendre des décisions pour l'avenir des enfants. Les femmes, en fait, l'homme est toujours celui sur qui on tire. Ici, c'est pour attirer l'attention des femmes et des enfants sur, en fait, le fait que l'homme a ses fragilités, il a ses blessures. Il a des moments où, même s'il ne pleure pas devant vous, il trouve des espaces pour pleurer. Il y a des moments où il a besoin d'être juste compris, d'être respecté, d'être encouragé, d'être accueilli, d'être affectionné, d'être pouponné. Il y a ces moments-là. L'homme a aussi besoin de sentir que ses enfants le comprennent, l'encouragent, le félicitent. L'homme a besoin de comprendre que sa femme l'a compris. Sa femme je veux dire ça quoi, a une épaule qui lui sert de TH. Voilà, les traumatismes de l'homme, les blessures de son histoire, les blessures de sa vie professionnelle, les blessures avec le voisinage, les blessures sur lesquelles il ne parle jamais. Il a choisi de ne pas parler parce que c'est humiliant. La femme ne sait pas que parfois de trop parler, en fait, elle rappelle à l'homme qui refuse certaines humiliations. Le fait de trop parler
Parfois, vous lui rappelez à l'homme que les humiliations qu'il refuse, vous voulez les lui imposer. L'homme fait des choix parfois pour votre dignité à vous. Il fait des choix parfois pour l'image de sa famille. Il est la dernière personne à qui il pense très souvent dans ses choix et ses décisions. Alors, du coup, nous embrayons avec le cinquième élément qui sont les émotions et le choix de l'homme. Est-ce que vous savez que l'homme a des émotions? Même s'il ne vous dit pas. Est-ce que vous savez qu'il ressent des choses? Est-ce que vous savez que parfois, il s'était plus quand il a plus ressenti, que quand il parle même, c'est quand il est plus apaisé. Quand votre mari garde beaucoup plus silence, c'est parce que c'est à ce moment-là que ses émotions sont au comble. Parfois, à ce moment-là, apprenez à garder silence. Parfois, il y a des moments où il ne veut pas du bruit. Il a plein d'émotions qu'il veut gérer. L'homme parfois fonctionne comme un monastère. Des moments où il a besoin juste du silence pour faire le point. Parce qu'il anticipe, il prévient, et puis il fait le point sur le passé. L'homme gère la vie de la famille, pas seulement en considérant le maintenant. Il tient compte d'hier, du maintenant et projette sur demain. Et il pense même pas à lui avant. Il pense à ses enfants, il pense à son épouse. Il se considère comme l'engin qui doit réussir. L'homme ne se donne pas le droit d'échouer. Le seul droit qu'il se donne, c'est celui de réussir. Et réussir pour lui, je vais dire ça comment, comment je dirais ça? C'est-à-dire que la grille d'évaluation de son succès, c'est la qualité de vie de ses enfants et de son épouse. Donc en fait, un homme estime qu'il a échoué quand il regarde la vie que sa femme et ses enfants ont. Et ça, je voudrais vraiment inviter les femmes à s'en rendre compte pour améliorer et pour encadrer leur vie familiale. Chères dames, chers enfants, chers monsieur, voilà le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. C'est une invitation ou bien c'est une contribution à l'amélioration des vies de nos maisons, de nos foyers, de nos familles. J'espère pour ma part que vous trouvez ça intéressant. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. À très bientôt pour notre prochain tuto.